Le petit truc qu'il a là. La mèche, là. T'abuses, wesh. Mika NAB Show, 3e épisode. Comment ça va, Mika? Bah écoute, ça va et toi? Ça va super, on est dimanche. 21h, on boucle la semaine. Il y a de très grosses actualités. Entrons dans le vif du sujet. Là, l'annonce Edouard vs Masvidal. Est-ce un risque pour Edouard ou non? Le combat de trop, peut-être. Toujours pas de title shot. Pourtant, c'est mérité. Bah, Edouard, franchement, c'est celui qui. Je peux pas te dire. Franchement, il y a même pas d'explication. Il y a même pas de rationnel dans ce qui se passe autour de lui. C'est un combattant qui est vraiment peu populaire par rapport aux performances sportives qu'il a pu accomplir. Et alors d'aujourd'hui, j'ai envie de dire à l'UFC, le gars, il a presque 10 combats, je pense, à l'UFC. Il est sur 7 ou 8 victoires consécutives. Il est sur 9 victoires consécutives, ouais. Ouais, 9. Et le pire, c'est que, tu vois, je peux presque le dire sans aucune pression ou autre, j'ai l'impression qu'il pèse moins que Paddy Pimblett à l'UFC. Dans le sens où, malheureusement, bon, bah, lui, il est pour la course au titre. Depuis longtemps, il dit qu'il veut combattre pour le titre. Ouais. Mettre Covington pour une revanche face à Ousmane, c'est pas du tout un vol parce que Covington aussi mérite. Mais c'est clair que Léon Edwards, normalement, mérite mieux que ça. Bah, dis-toi que sa dernière défaite, elle remonte à 2015 face à Kamaru Ousmane. Et depuis, il a enchaîné 10 combats, dont le combat contre Belal Mohamed, là, qui a fini dans le contest. Sinon, il a 9 victoires consécutives. Et en fait, je comprends pas parce qu'il y a quelques temps, sur Twitter, il avait mis en gros en tweet je combattrai pour le titre ou rien d'autre. Tu vois. Et en fait, Colby, il avait fait le même caca nerveux. Et ensuite, il avait battu Terron Woodley, qui était sur 2 défaites consécutives. Et c'est à ce moment-là qu'il avait fait la même chose, Colby, parce qu'à un moment donné, je crois que ça lui avait proposé, si je ne me trompe pas, Masvidal à Colby, et il a dit non. Il a dit moi, je combat pour le titre ou rien d'autre. Et en fait, Edward, il a voulu faire la même chose, sauf que ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion de ses managers, ou si c'est lui qui a cédé, tu vois. Je sais pas, mais après, si tu regardes bien, déjà, je trouve qu'il échappe à pire que dans ce combat, qui est pour moi plus accessible pour lui qu'un Chimaev, qui aurait vraiment pu lui rendre la vie dure, alors que Chimaev, il a à peine 2 combats à l'UFC, il est totalement inconnu. Là, au moins, il y a une story avec Masvidal, ça fait longtemps qu'il cherche. Masvidal, c'est quand même quelqu'un qui a combattu pour la ceinture il y a pas longtemps. Donc, même s'il est Masvidal, on le sait, il a eu la ceinture, mais il est un peu surcoté, je trouve, par rapport à ce qu'il a proposé dans le game. C'est un money fight, Masvidal, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, bah, il reste contre des gars du top 5. Un combat bourbier, à mon sens et à mes yeux, c'était vraiment Chimaev, parce que Chimaev, en plus, il avait tout pour lui poser problème. Et le mec était un inconnu de chez inconnu. Ouais. Donc voilà. Et après, pour revenir aux performances de Edwards sur ces 2 derniers combats, même s'il gagne Nadia sur l'ensemble du combat, on sait que le dernier round, il a 2 doigts de se prendre un KO. Donc on reste un peu sur notre frein face à Bilal, c'est ça? Non, c'était contre Nadia. Il y a eu le doigt. C'était Belal Mohamed, ouais. Voilà, Belal Mohamed, il y a eu un doigt dans l'œil. Tu vois ce que je veux dire, c'est que avec Edward, il a franchement pas de chance, ce gars. Et puis après, je pense que l'UFC ne l'aime pas. Franchement, faut dire la vérité. Je pense que certaines grosses têtes de l'UFC ne l'aiment pas forcément. Edward, c'est pas quelqu'un qui est hyper démonstratif. Tu vois, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, c'est quelqu'un qui, tu vois, il me fait penser un peu à Thierry Henry. Thierry Henry, c'était un grand champion, mais en France, on a aimé le détester parce qu'il était sans émotion. Et Edward, c'est un peu pareil. Qu'il gagne ou qu'il perde, tu vois, il est toujours un peu insatisfait. Ouais. Et donc, je pense qu'il a pas, voilà, il y a un truc qu'il prend pas avec l'UFC et c'est pas de chance pour lui parce qu'il a un gros talent quand même. C'est très malheureux pour lui. C'est malheureux. Les plus malchanceux des welterweights. Sujet numéro 2. John Jones viré de son gym. De la Jackson Wing, c'était un petit peu l'actualité qui a fait le boom cette semaine. Et il a réagi tout de suite sur Twitter en disant qu'il avait été un petit peu déçu d'être, entre guillemets, lâché par ses proches. Et moi, je l'ai mal pris ce tweet. Pourquoi? Parce que je pense que s'il met ce tweet-là, c'est qu'il ne s'en rend pas compte de des erreurs peut-être qu'il fait, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas conscient de tout ce qu'il est en train de faire. Ouais, et puis après, on sait que là, c'est des sujets quand même qui sont houleux pour lui.
il y a eu quand même John Jones. Maintenant, il y a eu le dopage, il y a eu l'alcool, il y a eu la drogue, il y a eu la conduite en état d'ivresse. Et maintenant, il y a les. Il avait tamponné une femme enceinte aussi. Voilà. Bon, après, on sait que les Américains, comment c'est, tu vois, après, il y a les médias qui s'en emparent et tout. On ne sait pas si c'était vraiment grave, si c'était juste un petit accrochage ou pas, mais on sait qu'il y a eu tout ça. Là, maintenant, il y a les violences domestiques. Donc après, il expliquait un peu qu'il a jamais tapé sa femme, que bref, j'ai un peu lu. Après, je sais pas dire la vérité ou pas, et puis j'en sais rien. Mais en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de lui. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui est très suivi. C'est quelqu'un qui, bah, quand tu fais partie d'un gym, parce qu'il fait partie aussi d'un grand gym quand même, c'est pas n'importe lequel. À un moment donné, c'est aussi le devoir du coach de préserver les autres combattants de sa salle et de préserver le business de sa salle. Et en plus de ça, c'est une sanction qu'il a dit temporaire. Il a bien précisé sûr, temporairement, il a bien dit que c'était pas définitif. Et derrière, il a dit qu'il se tenait prêt à l'aider et qu'il fallait que John Jones trouve la solution pour résoudre ses problèmes. Après, en vrai, c'est difficile pour lui. J'ai l'impression que c'est vraiment des problèmes de. Il a vraiment des problèmes personnels dans sa vie. Oui, il a réagi en disant que il a été agressé sexuellement dans son enfance. Et en gros, qu'il a perdu un proche. Et en gros, que c'est pas fini. Et en gros, que je pense qu'il est vraiment perturbé dans sa vie. Après, peut-être que le fait aussi qu'il a connu le succès très jeune dans sa carrière. Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui jouent sur lui. Hein. Ouais, après, déjà, qu'ils disent comme ça qu'il a été agressé sexuellement, ça veut dire que bon, c'est soit qu'il a envie d'en parler maintenant ou pas, mais c'est sûr qu'il doit avoir un problème, en tout cas psychologique. Et après, on le sait aussi, la gloire très jeune, ça peut monter au cerveau. Quand tu as beaucoup d'argent très jeune, etc., c'est compliqué. Puis c'est quelqu'un qui a jamais réellement connu la défaite. Ça aussi, ça veut dire que lui, malgré toutes les péripéties qui lui arrivaient, il a quand même réussi à gagner, même s'il y a certaines victoires qui ont été pour moi données alors qu'il méritait pas forcément de la gagner, notamment face à Reyes, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, et je pense que c'est pour ça que c'est une bonne solution de la part de son coach de l'avoir viré de la salle, parce que s'il avait perdu, ça lui aurait peut-être fait un électrochoc, on ne sait pas, tu vois. C'est ce que Daniel Cormier avait dit, ouais. Mais au moins là, le fait de se faire virer de son gym, de sa salle, qui est un peu une famille, hein, quand tu fais partie d'un gym depuis aussi longtemps, forcément, tu fais partie des murs et voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui va. Enfin, j'espère pour lui en vrai que. Et en parallèle, d'ailleurs, il y avait Luis Peña. Je crois que c'est un lightweight. Il me semble avoir un lightweight qui a été viré de l'UFC pour avoir justement commis une violence domestique. Et en fait, aussitôt, l'UFC l'ont viré. Après, j'ai vu une conférence. C'est Dana White qui s'est exprimé là-dessus en disant que l'UFC lui est venu en aide, mais que ça n'a pas, entre guillemets, voilà, il a continué dans ce délit. Et là, en fait, on dit que c'est deux poids, deux mesures parce que, voilà, John Jones, il est à sa énième connerie. Luis Peña, je crois que c'est une ou deux conneries. Et en fait, l'UFC, ils l'ont aussitôt dégagé, quoi. Bah, après, ce qui est sûr, c'est que le traitement qui est réservé à John Jones, c'est pas le traitement que tu réserves à des combattants lambda de la même manière. Je suis d'accord là-dessus, mais quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord que le traitement que tu réserves à Conor McGregor, ça sera pas le même que tu réserves aux autres, etc. Donc déjà, le fait que tu sois champion ou pas champion fait que on va te pardonner plus facilement ou que voilà, il y a le côté bankable, on le sait, ça reste une entreprise et voilà. Ensuite, sur John Jones, moi, de ce que je sais, c'est comme on disait, il y a eu beaucoup de problèmes, mais c'était des problèmes liés à la drogue, au dopage, à l'alcool. Jusqu'à maintenant, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'avais jamais entendu parler de violence domestique. Et en plus, on ne connaît pas ce qui se cache derrière le terme de violence domestique. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, et voilà, donc. Il me semble qu'il avait frappé sa petite amie. Un truc comme ça. Alors que Peña, de ce que j'ai vu, pareil, c'est quelqu'un qui est rééditionné. Okay, ouais, là, je parlais de Peña, ouais. Et en fait, c'était sur la même chose. Ça veut dire que c'était déjà sur des violences conjugales. Et de ce que j'ai vu, la première fois, il avait même mordu sa copine et tout. Enfin, il y a une tête de crackman un petit peu, lui, quand je l'ai vu la première fois. Ouais, donc tu vois, je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Après, on le voyait en plus cette semaine, il y a eu Chuck Liddell. Bon, lui, c'était plus une fake news, si j'ai bien compris, parce que c'est plus sa femme qui lui aurait tapé dessus. Enfin, c'était plus une grosse embrouille de couple entre les deux.
Et voilà. Et aujourd'hui, l'UFC, de toute manière, elle peut pas laisser passer des choses comme ça avec des combats qui sont actifs au sein de son organisation. Ouais. Il y a tellement de mouvements politiques autour de l'UFC que ils peuvent pas se permettre de laisser passer ce genre de choses et que Pena, malheureusement, effectivement, c'est 2 poids 2 mesures, mais voilà, il a mal agi et puis ça saute direct. C'est malheureux pour lui. Je crois qu'il avait été détecté dans le TEF contre Ouais. Cormier vs Miocic. Et depuis, il était sur un 3-1 à l'UFC. Après tu dis que c'est malheureux pour lui, mais en même temps, malheureux oui et non, tu vois. Ouais. À un moment donné, il n'y a rien qui justifie que tu tapes enfin, surtout ouais, bien sûr, ouais, je me suis mal exprimé. Au pire, tu te sépares et puis c'est tout, tu vois. Faut arrêter. Ouais, les gars, c'est des combattants. Je tiens à préciser que je négocie en aucun cas les violences. Non, ouais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que imagine maintenant, on sait que, imagine en France, juste en France, un combattant MMA tape sa femme. Mais t'imagines, ils vont dire, ouais, le MMA, c'est un sport dangereux. Ouais, je suis d'accord, ça nuit à l'image. Et ben, imagine pour l'UFC, un combattant de l'UFC frappe sa femme à mort ou je sais pas, tu vois. Bah voilà, tu vois, il y a eu à un moment donné un Brésilien là de l'UFC ou un ancien gars de l'UFC qui a poignardé ses 2 sœurs, je crois, dans leur sommeil. Il entendait des voix il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, je crois. Et le mec, en fait, il a brillé, tu vois, par où. Ça me dit quelque chose. Je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Et je crois que c'était un vétéran UFC ou soit il était sous contrat, mais et voilà, tu vois, c'est une mauvaise pub. Ouais, c'est sûr. Donc, tu peux pas te permettre de prendre ces sujets à la rigolade et je comprends, en tout cas, je comprends la position de l'UFC. Ouais. Revenons à l'actualité du MMA français. Jeudi dernier, on a assisté au MMA Grand Prix pour la 4e édition. Je pense que la soirée a tenu toutes ses promesses. Des gros combats. Ouais, et puis après, c'était marrant puisque si on se souvient bien, avant qu'il y ait eu la légalisation du MMA, donc je parle bien avant la légalisation du MMA, il y avait à l'époque, en 2015, je dirais un événement qui a été organisé justement au Cirque d'Hiver, donc dans ce lieu-là. Mais à l'époque, le MMA n'était pas légalisé, l'événement a failli être annulé. À la suite de cet événement qui s'est organisé dans des conditions un peu particulières, dans un cadre juridique un peu nébuleux, on va dire, l'ancien ministre Bayard, je crois, il avait eu le démon, il avait eu le seum, il avait tweeté que plus jamais ça se reproduirait, que le MMA c'était fini. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de texte qui interdisait vraiment voilà, c'est ça. l'interdiction du sport. Ouais. Et à la suite de ça, il avait carrément légiféré, limite la situation, elle était encore pire que mieux, tu vois. Mais en tout cas, c'était marrant de revenir dans ce lieu parce que je me ressouviens de cet événement dans lequel j'ai assisté et je me souvenais qu'à l'époque, on avait eu Faisal Hussein qui avait combattu. Il y avait eu Teddy Violet, Jason Poney, il y avait eu je crois aussi, ouais. Tonton, je me souviens plus pour être honnête, mais ouais, je me souviens de Pico. Voilà, je sais que beaucoup de combattants avaient combattu et donc le fait de revenir là-bas, c'était cool. Ouais. En tout cas, t'avais parlé d'un combat que t'attendais, Morgan vs Maxime Dumas. Finalement, Maxime que t'avais donné favori, il a perdu face à Morgan sur un très très beau contre de la part de Morgan sur une droite KO. Franchement, il m'a pas mal surpris. Ouais. En fait, les 2 combattants ont montré des belles qualités et c'est ce que j'avais identifié comme l'un des combats les plus à suivre de la soirée parce que c'était un combat qui s'annonçait équilibré. Dumas a été bien rentré dans le combat et Morgan, lui, est bien revenu parce qu'il s'est fait quand même toucher durement. Ouais, 2-3 fois le combat. Ouais, et après, en fait, sur un crochet du gauche et une droite plongeante, il a piqué au menton d'Humain et en plus c'était un KO net là pour le coup c'était vraiment un beau combat, un beau KO et je pense même qu'on peut parler de KO de la soirée avec celui de Alioune. Et celui de Ibrahim Diallo aussi. Diallo, je crois qu'on est arrivé trop tard, en fait c'était le premier combat et en fait j'ai revu la suite juste après. Il a gagné sur un high kick jambe arrière. Franchement c'était un très très beau KO. À peu près le même qu'Alioune. Sauf que là c'était vraiment sur qu'Alioune il l'a mis en jambe avant. Il a mis jambe avant. Et après avoir fatigué son adversaire, franchement, il a fait un gros travail de destruction sur 3 rounds à Lyon. Mais pour revenir en tout cas à l'événement de manière plus générale au Cirque d'Hiver,
Je sais pas si ça se refera sur le jeudi soir, parce qu'on a pu voir que la salle n'était pas remplie. Bah, il me semble qu'à l'époque, où on était à Ufa et qu'on parlait avec Abdel, il disait que son projet, c'était vraiment d'organiser ces événements-là le jeudi soir. Bah, la première édition, c'était un jeudi soir où tu avais combattu aussi. Ouais, mais c'était le Ouais. tout premier. C'était Ouais. bien à part. C'était vraiment le tout premier événement de MMA. En tout cas, là, on a pu constater que sur l'événement, quand même, la salle n'était pas remplie, alors que la carte, on vient de le dire, Ouais. elle était quand même pas mal et elle était attrayante. On a vu des beaux combattants qui émergent en fait du circuit, des rookies. On a vu Ibrahim Diallo, on en parlait. Il y avait Morgan, Maxime Dumas. On avait Michael Sardi aussi qui a fini avec qui a fait un beau combat. Ensuite, on avait beaucoup de combats avec des combattants expérimentés. On avait Damien Lepilius qui Ouais. s'est illustré. Il y a Rizlen qui a fait un énorme combat et qui s'est imposé et Ouais. qui a été très, très, très durement touché au premier round. Ouais, mais pour moi, c'était l'un des plus beaux combats de la soirée aussi. Je l'ai noté dans mes plus beaux combats de la soirée parce que, comme tu as dit, elle a bien été touchée dans le premier round. Et en fait, dans le deuxième et troisième round, elle a su s'ajuster et dominer les deux derniers rounds. Et j'ai vraiment apprécié ce combat. Et en plus, la brésilienne en face, elle n'a pas démérité. Tu vois, même quand elle a touché durement dans le premier round, elle a gardé son sang-froid. Elle avait une très belle attitude de boxe. Et franchement, c'était le combat que j'ai le plus apprécié de la soirée. Avec les Alioune aussi. Bah, en fait, c'était l'un des plus beaux combats dans le sens où c'était le plus équilibré. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la beauté de ce combat et surtout qu'il y a eu du rebondissement Ouais. avec celui de Morgan face à Maxime Dumas et de Rizlen face à la brésilienne. C'est les deux combats où il y a eu vraiment des rebondissements. Et on peut aussi noter celui de Damien Lapillus parce que le combat s'est arrêté au troisième round pour une ouverture trop profonde de l'adversaire de Ouais. Damien. Et il fallait faire attention parce que son adversaire était très très bien revenu dans le deuxième round. Ouais. Et alors que le premier round, on aurait pu carrément mettre 18 à Damien au premier round. Ça. Et donc non, mais il y a eu vraiment des beaux combats, il y a eu des belles oppositions. On a eu un duel entre anciens, des vieux, des vieux loups du circuit. Patrick Vallée face à Cheikh Koné. Ouais. Donc c'était un beau combat. Là cette fois-ci pour le coup, tu vois, je l'attendais comme le fight of the night. Au final, ça a été vraiment. Bah, je vais pas être déçu puisqu'ils ont fait un beau combat, mais le problème c'est qu'ils ont été très stratégiques l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, il y a eu moins de spectacles. Je m'attendais à plus de spectacles, mais ils ont quand même fait une belle performance. Et on a eu aussi le dernier combat, donc le main event, Alioune, qui est le premier champion du MMA GP et dans la catégorie des 66 kilos et qui a fait un magnifique, qui s'est illustré et qui a mis un magnifique KO. Et on parle pas assez de lui, Alioune, mais qui sera certainement un grand du MMA français dans les années à venir. Et là, je pense qu'il lui manque une chose, c'est d'affronter un gros nom. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec toi, j'allais rebondir là-dessus. Ouais, là, il s'illustre à 11-2 maintenant. 3 KO, TKO d'affilée. Et en fait, ouais, moi, je pense qu'on parle pas assez de lui parce que c'est un featherweight. Et je pense que si on devait retenir deux noms en France dans cette catégorie-là, je le mettrais lui et Saladin. Après, je pense qu'il a pas peut-être. Il n'est pas sur la bonne plateforme pour être exposé. Moi, je le verrais très bien en Cage Warriors. C'est vraiment une organisation de tremplin. Tu vois, vraiment pour qu'il soit exposé déjà au niveau mondial. Parce que je pense que, et pour entraîner avec lui, c'est vraiment un mec qui met vraiment la barre haute. Et à chaque fois qu'il affronte ses adversaires, je pense il met vraiment la barre haute. Que ce soit dans le débit, techniquement, il est très très bon. Et comme tu as dit, on ne parle pas assez de lui, les gens ne le connaissent pas. Je pense qu'il mérite vraiment d'avoir une meilleure exposition, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, on le voit au MMA GP, il a fait 3 combats dans lesquels il s'impose par KO TKO. Il a la ceinture totalement méritée. Aujourd'hui, chez les moins de 66 kilos, on le sait, on a Saladin Parnasse, qui est incontestablement le meilleur et de loin par rapport à ses performances. Ensuite, il y a Morgan Charrière qui est très connu et qui connaît une grosse hype qui est au Cage Warrior. Il y a William Gomis aussi qui s'illustre au Cage Warrior qui est très bon. Elias Boumezgan qui combat au Brave à 66 kilos. Anthony Dizzy qui a combattu au PFL. Fabakary qui combat au Bellator. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans cette catégorie-là qui sont toujours en train de combattre et qui sont dans des plus grosses organisations. Donc, je pense qu'en fait, il va pas avoir le choix s'il veut monter dans les rankings et se faire un nom en France. D'aller dans ces organisations et effectivement s'il cherche l'UFC,
le Cage Warrior est forcément la porte d'entrée la plus rapide pour y aller. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Et pour revenir au combat de Cheikh Koné et Patrick Wallé, comme tu disais, moi, pour pas dire déçu, comme tu as dit, je reviens un petit peu là-dessus. En fait, je m'attendais aussi à plus d'engagement. Mais après, quand j'y repense, Patrick Wallé, il a quand même 41 ans. Il a choisi de se préserver. Tu vois, je pense que c'était vraiment un combat intelligent ce qu'il a fait. Il n'était pas loin de la victoire. Et après, Cheikh Koné aussi, je pense que aussi ce manque d'engagement, c'était peut-être au fait qu'il sortait déjà de 5 ou 6 défaites d'affilée consécutives et qu'il revenait, je crois, depuis 2018, qu'il n'était pas rentré dans la cage. Donc, je pense que c'est compréhensible. Pour Cheikh Koné, c'était clairement la descente aux enfers. Hein. Il a connu 5 ou 6 défaites, comme tu dis, consécutives. Ouais. Après, en plus, pour revenir, la décision était quand même très serrée, puisque pour moi, je vois le premier round pour Cheikh Koné, le deuxième round pour Patrick Wallé, et le troisième round, franchement, tu vois, on l'aurait donné à l'un ou à l'autre, c'était pas un vol. On aurait mis draw, j'aurais trouvé ça juste. Donc, je crois que c'est Nicolas Haute qui avait dit sur Instagram que lui, il n'était pas d'accord avec la décision. Après, moi, je l'ai trouvé normal, la décision. Mais, Moi aussi, je trouvais que c'était plutôt normal dans le sens où, en fait, je trouve que sur l'ensemble du combat, Cheikh Koné a pris le centre et, en fait, je pense qu'ils ont, au niveau de l'agressivité, il était quand même plus présent. Il a essayé de plus faire de choses, du moins d'aller plus à la bagarre que Patrick. Et je pense que c'est ça qu'ils ont récompensé. Je pense aussi. On a fait le tour sur le MMA GP. Hier, lors de l'UFC Vegas 40, on avait notre chère française Manon Fiorot qui s'illustrait pour la 3e fois à l'UFC contre Bueno Silva. Victoire à la décision. Je te vois plus, Mika? Ouais, c'est bon. Désolé. Victoire à la décision unanime. Manon qui avait voulu chercher le KO, qui n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat techniquement? Ouais, techniquement, c'est l'une des meilleures, enfin, c'est la meilleure ambassadrice en termes féminins du MMA français et de loin et toute génération confondue. À l'UFC, elle prouve que elle a largement sa place, qu'elle est pour moi carrément une prétendante au titre. Il faut peut-être du temps. Là, on a aussi vu qu'il y avait par rapport aux autres combats des petites lacunes qui sont très faibles, mais on a vu des choses. Forcément, quand on reste longtemps dans la cage, on voit des choses, de toute manière. Ouais, c'est ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut regarder aussi avec un regard critique, mais ça, c'est plus de, comment dire, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, là. T'as reçu un appel, je crois, peut-être, non? Ouais, c'est ça. Mais du point de vue de comment dire, de la performance globale sur le combat, il n'y a rien à dire. Elle était au-dessus du lot et elle fait plaisir à voir combattre. Il y a aussi, j'ai rarement vu des combats, même chez les hommes, avec autant d'engagement. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord avec toi, surtout que la brésilienne, elle était très, très, très solide. Et là où j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, Manon, ça se voit qu'il cherchait le coup dur et qu'il cherchait à mettre KO, tu vois. Et en fait, je pense qu'au bout de quelques minutes de combat, déjà, elle a très bien géré la distance de combat. En fait, les seules fois où elle était, entre guillemets, elle a été touchée les peu de fois, c'est quand elle a engagé le combat. Et tu vois, c'est à ce moment-là qu'on est le plus vulnérable. Donc, sinon, hormis ça, elle gardait la bonne distance. Et chaque low kick, elle arrivait à les checker ou à les esquiver. Et en fait, dès qu'elle a vu que la brésilienne, elle avait bien les mains hautes et que le fait qu'elle boxe en ligne, ça passait pas, elle a commencé à vouloir changer de niveau. Et elle nous a montré des belles choses en lutte. C'est ça. Elle nous a montré des très belles choses en lutte. Et voilà, elle a montré qu'elle avait un panel technique parce qu'à un moment donné aussi, c'était en clinch. Elle a tenté une projection de judoka, ce qui n'est pas passé. Mais on a vu des belles choses. Bien sûr, après, il y a toujours des petites critiques à. Voilà. En fait, et puis plus le combat va durer et plus les gens vont tenter des choses, donc forcément tu t'exposes à des échecs. Hein. Mais elle a quand même montré qu'elle savait lutter. Alors oui, au sol, on a bien vu qu'au niveau des passages de garde, tout ça. Mais après, en face, il faut aussi regarder le niveau de l'adversaire. Et l'adversaire en face, c'était une adversaire dangereuse et elle tapait fort. Elle tapait très très fort. Très physique, et elle paraissait plus lourde. Enfin. Franchement, Manon, pour moi, encore une fois, elle m'a régalé. Hein. Elle m'a vraiment régalé. Effectivement, je pense qu'il y a encore 2 ou 3 combats avant d'aller chercher le titre. Peut-être un peu, pas beaucoup plus, hein, parce que ça va aller vite. Ouais, mais dans leur caté. Mais pour moi, elle a sa place dans le top 10 en tout cas, et c'est l'une des meilleures représentantes MMA qu'on ait en France actuellement. Et c'est clairement la meilleure ambassadrice du MMA de tous les temps en France.
Et en plus, à la fin du combat, elle a dit qu'elle n'était pas satisfaite de sa prestation et qu'elle n'était pas trop dedans. Et on sait que il y a 3 semaines, elle a été positive au Covid, sans symptômes, mais peut-être que ça a joué. Hein. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est de se conditionner pour une date. Et puis, il y a les régimes. Il y a les régimes aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Tu fais ton régime, tu es conditionné à 3 jours du combat, on te dit, ouais, tu peux pas combattre, tu es asymptomatique, tu es positif au Covid. Et en fait, ton camp d'entraînement, alors que tu as tout réglé, tu dois repartir, refaire parce que ceux qui savent pas, il y a quand même un cycle de préparation physique qu'on met. Donc, tu repars dans du cycle force ou du cycle rappel force. Tu dois relancer la machine sur tout ce qui compte et tout. Et revenir 3 semaines après et être aussi forte qu'il y a 3 semaines. Et ça, c'est très compliqué. Psychologiquement, c'est hyper dur. Donc, à choisir entre ne pas combattre et combattre, on choisira toujours de combattre. Mais je pense, par exemple, que si le combat s'était fait il y a 3 semaines, elle aurait été peut-être plus performante. C'est ce qu'il me suis dit. Très belle remarque, Mika. Je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité. Tu voulais revenir sur les prochaines séances? Sur les prochaines grosses affiches? Tu sais quoi, là, je regardais en fait tous les événements là qu'il y avait entre celui qui arrive là, la semaine prochaine, et l'événement pour la ceinture des 70 Poirier contre Oliveira. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que l'UFC organisait un UFC tous les week-ends. Il n'y a qu'un week-end où il n'y aura pas d'UFC. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un week-end avant la fameuse ceinture des 70 kilos. Et j'ai regardé les main events et je me suis dit, mais ils nous régalent. Ouais. Franchement, là, et ils nous régalent de malade. Là, on a à peu près 8 UFC qui arrivent ou 7 UFC avant la fin de l'année. 3 UFC numérotés, donc avec presque 4 ceintures en jeu. Et en plus de ça, c'est une franche invasion parce qu'on a eu Manon qui a combattu la semaine dernière. Pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on a Benoît Saint-Denis qui rentre en piste. Ouais, ça va faire dans 3 semaines pile poil, on aura Nassour Imavov qui va combattre. Et 4 semaines après, on a Fares Ziam qui combat. Donc, ça fait plaisir en plus de les voir sur des UFC de grande qualité, puisque on a la ceinture là, qui est l'un des plus gros UFC de l'année, Blachowicz contre Texera, même si c'est pas la ceinture et le combat le plus passionnant chez les moins de 93. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde la carte et le niveau des combattants qu'il y a sur cette carte, franchement, c'est ouf de voir qu'il y a un Français qui arrive et qui fait son premier combat à l'UFC dans cette carte. La semaine d'après, c'est exactement la même chose. On a le combat Ousmane-Covington 2. Je paierais pour être présent sur pour aller voir cette carte en direct. C'est mon coup de cœur, cette carte. Hein. En fait, déjà, au-delà du coup de cœur, c'est que le main event, pour moi, Covington, c'est vraiment le seul qui peut mettre à mal Ousmane dans la catégorie des 77 kilos. Parce que pour moi, si je regardais la carte des pointages avant que Covington ne s'incline à 1 minute de la fin du combat, pour moi, Covington gagnait le combat. Il était légèrement devant, ouais. Je suis d'accord là-dessus. Moi, c'est ce que je voyais en tout cas sur mes critères de notation. Et sur Sherdog, sur le play-by-play aussi, c'est ce que j'ai vu. Mais ce que je veux dire, donc, en fait, ce que je dis, c'est juste que déjà l'UFC, elle nous a jamais autant régalé. Je pense que l'effet Covid, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est déclenché à l'UFC. Ouais, mais je pense que depuis le Covid, ils ont augmenté la cadence. Hein. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'UFC Apex et qu'on a eu droit à un événement tous les week-ends. En fait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que toute l'énergie qu'ils mettent en moins dans la logistique, c'est-à-dire un événement à Stockholm, un événement à Londres, un événement ici, en fait, le fait d'avoir l'UFC Apex qui est tout le temps là disponible et tout, et ben ça permet de faire du combat et de se focaliser sur la carte. Et en fait, on a tous gagné à ça pour l'UFC, quoi. Franchement, merci à eux de nous régaler autant, surtout quand on sait que au mois de janvier, ils nous repréparent l'événement Gann contre Ngannou, ça va être magnifique, quoi. Enfin, on recommence sur la même cadence. Et il y a un événement dont on parle peu, qui s'est noyé aussi dans toutes ces grosses ceintures et ces UFC numérotés, c'est quand même l'UFC Rodriguez vs Holloway. Ouais. Et ça va être... Après, il me semble que déjà, c'est un Fight Night. Et quand tu remarques bien, en général, les gens, ils n'ont pas trop les yeux rivés sur les Fight Night. Pourtant, à mon sens, c'est les UFC où tu découvres déjà des grosses pépites. Et après, en fait, je crois que c'est juste le main event qui est ouf.
Il me semble qu'il n'y a pas des grosses affiches sur. Ça avait fait pareil avec Whittaker contre Costa. Le truc, il était passé complètement inaperçu, alors que c'était. Enfin, et surtout que là, pour le coup, il faut le dire, autant le main event, il est ouf entre Holloway et Rodriguez, autant tout la undercard, c'est vrai qu'elle est pas terrible pour le coup. Ouais, il y a des prospects, il y a pas mal de combats féminins là-dessus aussi et des bantamweights, mais c'est pas des gens qui sont connus au grand public, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour indiquer que sur la fin d'année, là, il y aura vraiment, vraiment beaucoup de choses qui vont se passer sur le MMA à l'UFC, en tout cas. Et même en France, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités et beaucoup d'événements qui organisent. La semaine prochaine, on a le retour du 100% Fight. Et juste un jour après, on aura l'Hexagone. Bon, 2 semaines. La semaine prochaine, par contre, il y a l'European Beatdown. C'est la 8e édition. Et d'ailleurs, Benoît Saint-Denis, le français là qui combat à l'UFC, est un vétéran du beatdown. Fares Ziam, qui combat à l'UFC, est aussi un vétéran du beatdown. Walker, qu'on a vu combattre il n'y a pas longtemps, est un vétéran du beatdown. Donc, on voit aussi qu'il y a un sacré vivier. Le Belge Gaëtan Pirello. Gaëtan Pirello. Ouais, c'est les quatre là qu'on signe à l'UFC, et alors qu'ils sont seulement à leur 8e édition. Donc voilà. Il y a peut-être des pépites encore là qui se cachent là-dessus. Moustapha Alida, un très 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 gros prometteur chez les bantamweight qui combattra pour la ceinture en main event. Il est actuellement à 6 ou 7-1 et je pense que lui c'est vraiment l'avenir chez les bantamweight. C'est ça. Bon, en tout cas, événement à suivre, je te dirais, parce que moi je serai présent sur place, donc on pourra débriefer. J'y serai aussi, mon ami, tu te doutes bien que j'y serai. C'est bon, c'est parfait. C'est cool. Merci Mika, on se dit à la semaine prochaine. Vas-y, ça de liker, partager. Et merci, on a de très bons retours. En tout cas, ça fait plaisir. Bon, salut à tous.